I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. La France n'est pas schismatique, elle est révolutionnaire. Je vous ai compris. Au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Mais comment le tolérer sans qu'il perde ce caractère d'exception, sans que la société paraisse l'encourager? Et je voudrais dire aussi, parce que ça me tient à cœur, c'est que tous les progrès qui ont été faits pour que la femme devienne maître de son corps, tous ces progrès, pardonnez-moi de vous le dire, ont été faits contre les religieux. Le pacte de solidarité a-t-il pour origine une revendication portée par des associations homosexuelles? Eh bien, oui. À inclure dans vos représentations la légitimité de ces couples de même sexe. Mais vos enfants et vos petits-enfants les incluent déjà. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue, vous êtes bien sur RCN 90.7 FM dans l'émission Droite Parole. Aujourd'hui nous allons passer une heure mortelle ensemble puisque nous recevons l'association du droit à mourir dans la dignité. J'ai le plaisir d'accueillir monsieur Jean-Claude Couturier qui est délégué de cette association et nous allons traiter pendant une heure de toute la question qui fait l'actualité encore depuis plusieurs années sur ce droit à mourir dans la dignité, les questions de suicide assisté, les questions d'euthanasie active. Voilà des sujets qui vont nous intéresser pendant une heure. Bonjour Jean-Claude Couturier. Salut Pierre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, peut-être un mot déjà sur votre association, l'association Droit à mourir dans la dignité, que peut-être nos auditeurs ne connaissent pas encore. Oui, alors, tu sais, on est toujours étonné à force d'émissions, d'émissions télé et tout, on se dit toujours, tout le monde connaît, mais c'est pas vrai, on le sait bien. L'ADMD, c'est donc l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Et c'est une association qui a, cette année, 36 ans. Elle est donc pas récente. Elle était assez confidentielle au début, on l'imagine. Et puis, elle a pris son envol dans les 10 dernières années, très largement. Et je dois dire aussi que Jean-Luc Romero, son président, lui a donné une visibilité qu'elle n'avait pas toujours. Hein. C'est une association qui milite très clairement, parce qu'il faut que les choses soient dites, pour l'euthanasie, pour que l'euthanasie soit légale en France, qu'elle soit faite bien sûr dans des conditions très particulières, on y reviendra, pour le suicide assisté, le suicide étant un droit légitime et fondamental de tous, mais aussi pour l'accès universel aux soins palliatifs. Voilà en gros, si tu veux, les buts de l'association. C'est une association qui compte aujourd'hui à peu près 60 000 adhérents en France, c'est-à-dire quand même une association très importante, la plus importante en ce qui concerne les problèmes de fin de vie. Alors, le problème de fin de vie, c'est un sujet qui revient régulièrement dans le débat public au gré des affaires et des faits divers que l'on voit dans la presse. Vous aviez mené plusieurs campagnes assez chocs d'ailleurs sur le droit à l'euthanasie. On se souvient de la dernière présidentielle en 2012 où vous aviez représenté les différents candidats dans des positions, sur un lit d'hôpital, le teint blême, et avec ce slogan, faut-il vous mettre dans sa position pour enfin avoir le droit à l'euthanasie. Est-ce que, puisqu'on va rentrer dans une période électorale, est-ce que l'association va prévoir justement une action auprès des différents candidats pour remettre une fois de plus ce débat au centre du débat public? Alors s'il y a une chose qui est sûre, Pierre, c'est que effectivement l'association ADMD va se mobiliser dans la perspective de ces élections. Sous quelle forme, bien sûr, il m'appartient pas de le dire aujourd'hui. Les campagnes choc, c'est pas forcément ce qu'on recherche systématiquement, mais il est vrai que celle à laquelle tu fais allusion était tout à fait intéressante, tant il est vrai que quand on n'a pas soi-même connu un problème, on a du mal à le comprendre. Cela dit, on sait très bien, et les auditeurs qui nous écoutent le savent, que dans pratiquement chaque famille, on a connu
des fins de vie difficiles, des agonies prolongées. Et ça, c'est bien sûr pas marrant. Alors, il y aura une campagne nationale, bien sûr. Je crois qu'on rappellera aux candidats, à certains candidats, les promesses qu'ils ont faites et qu'ils n'ont pas tenues. Qu'ils ont faites et qu'ils n'ont pas tenues. On redemandera à chaque candidat sa position sur l'euthanasie. Alors, on connaît déjà la position de certains d'entre eux. Sarkozy nous avait envoyé sur les roses. Hollande avait fait une déclaration, l'engagement 21, en disant qu'il ferait quelque chose. En fait, la montagne a accouché non pas d'une souris, mais d'une musaraigne, puisqu'on a eu la loi Leonetti bis. Il faut quand même le faire, quand on est président socialiste, de s'adresser à un député catholique de droite. Et il s'est présenté comme tel, il n'y a pas de scandale à le dire. En revanche, on sait que des gens, par exemple, comme Jean-Luc Mélenchon, puisqu'on a eu l'occasion de le rencontrer, est tout à fait favorable sur les positions de la DMD. Il n'est pas le seul. D'ailleurs, au Parti socialiste, la maire de Paris a aussi pris position. Mais il y en a bien d'autres qui ont pris position très, très fermement pour une loi de type belge. Alors, ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est que quand on regarde un peu les sondages d'opinion qui sont faits sur la question de l'euthanasie, on s'aperçoit qu'une très large, très écrasante majorité de Français sont favorables à l'euthanasie, plus de 90%. Alors, qu'est-ce qui fait aujourd'hui, selon vous, qui bloque dans la société pour que, on passe pas ce cap de légiférer et d'enfin aller vers un accompagnement de la fin de vie? Oui, moi je suis français, j'aime beaucoup la France, sa culture, son histoire, mais ça ne m'empêche pas d'avoir une attitude critique. Je pense qu'on est un pays très conservateur. On veut toujours se faire passer pour le pays de la Révolution. La dernière, le vrai, remonte quand même à 1789, ça fait un moment. Et en fait, en France, on est, le corps politique d'ailleurs, assez prisonnier de vieilles habitudes, de préjugés sur la fin de vie. Et puis il y a bien sûr, mais ça on peut pas le nier, l'Église qui a toujours freiné des cas de fer, qui là-dessus ne bougera pas. Enfin, dans un siècle ou deux, elle dira oui, effectivement, on peut peut-être mettre fin à sa vie ou demander à quelqu'un de le faire. Mais en attendant, l'Église est très hostile, elle fait un travail de lobbying puissant. Ce qui fait que nos candidats et les députés en général sont assez frileux. Et je voudrais ajouter d'ailleurs qu'on le voit, la campagne présidentielle commence à se dessiner. Et on voit bien que des candidats, même ceux dans lesquels on avait placé un peu d'espoir, je pense à Hollande, mais maintenant, moi, c'est vrai qu'on a du mal à se faire des illusions, c'est des gens qui comptent sur le vote catholique. Donc, ils vont avoir du mal. Ça va être intéressant de voir. Ça va être intéressant, mais ce qui est surtout très intéressant, c'est que même dans le monde catholique, comme on dit, parce que 90% de la population, plus 93, je crois, dernier 96 dans certains sondages, est favorable. On s'imagine bien que la majorité des électeurs, une partie d'entre eux sont issus du milieu catholique, ou d'autres religions d'ailleurs, et pourtant, connaissent, parce que l'histoire familiale fait que, sont favorables à cet accompagnement-là. Après, c'est vrai qu'on parle là d'euthanasie, on va peut-être faire la distinction justement entre l'euthanasie, la sédation, le suicide assisté, parce que ce sont des concepts qui sont quand même différents, qui représentent des réalités différentes, et je pense que pour avoir de la clarté vis-à-vis aussi de nos auditeurs, définir ces différents thèmes. Alors, je pense que c'est tout à fait pertinent. Permets-moi juste d'ajouter un mot sur les sondages, parce que quelquefois les gens disent « ouais, les sondages, on leur fait dire n'importe quoi ». Quand vous avez 10 sondages de suite qui sortent avec les mêmes résultats, quand vous avez un sondage commandé par le Pèlerin, qui est un organe catholique, s'il en est, et qu'on obtient le même résultat, ils en ont d'ailleurs rendu compte tout à fait honnêtement, on voit bien que c'est pas n'importe quoi. On a une très très large majorité, écrasante majorité de Français qui le sont, et tu as raison de souligner que dans ces 96%, bien sûr, il y a des électeurs catholiques, il y a des électeurs pratiquants. On le voit dans les sondages, puisqu'on analyse ça en fonction des confessions. Alors, pour répondre à la question que tu posais, à savoir... La distinction entre les différentes l'euthanasie active, la sédation... Alors ça, c'est très important. Ouais. Et Pierre, si tu veux bien, je voudrais qu'on donne une définition de l'euthanasie. Alors bien sûr, il y a des définitions comme d'habitude, mais il y a au moins des points communs. Moi, je donne toujours cette définition quand on fait des réunions publiques, quand on discute avec des gens. L'euthanasie, c'est la mort douce, le terme euthanasie, qui vient du grec, bonne mort, donnée par un tiers,
à la demande expresse de la personne. Quand on a ces 3 éléments-là, on peut parler d'euthanasie. S'il en manque un, on ne peut pas parler d'euthanasie. Par exemple, s'il n'y a pas de demande de la personne, c'est un crime, c'est pas de l'euthanasie. Si c'est pas par un tiers, ça relève du suicide assisté. Donc l'euthanasie, mort douce donnée par un tiers à la demande de la personne. Le suicide assisté, bien sûr, c'est la personne elle-même qui agit. Donc on n'a pas ce deuxième terme dont je parlais tout à l'heure. On peut espérer que ça soit la mort douce et que la personne se donne elle-même, mais à qui on donne les moyens de le faire dans de bonnes conditions. Tu sais qu'aujourd'hui, il y a des milliers et des milliers de personnes qui se suicident, et dans ces personnes, il y a une forte majorité de personnes âgées. On n'en parle pas. Pourquoi ? Parce que ça met mal à l'aise tout le monde. Hein. Mais face à ce vide législatif, ce refus de nos politiques de prendre leurs responsabilités, il y a de plus en plus de gens qui se suicident. Hein. Tu parlais tout à l'heure de la sédation profonde, qu'on nous a présenté, qu'on a voulu nous vendre comme la panacée, c'est vraiment l'hypocrisie totale. Voilà, c'est ce qui est justement issu des lois Leonetti 1 et 2, qui a été voté il y a combien d'années déjà maintenant, la loi Leonetti 1 c'était après Leonetti 1, c'est 2005, voilà. Leonetti 2, c'est 2010, les aménagements, et la dernière, qui a... Alors, c'est incroyable, là, on nous a menti, moi je le dis toujours aux auditeurs, on nous a menti, on nous a présenté ça comme un pas en avant, en plus, on nous a dit, voilà, les directives anticipées sont non pas opposables mais contraignantes. Ça veut dire quoi ? On sait très bien qu'elles seront contraignantes, sauf disposition inappropriée. Ça veut rien dire en termes juridiques. Moi, si je suis médecin, je peux dire il a mis une disposition qui me plaît pas, c'est inapproprié, sauf urgence vitale. Hein. Donc, on a... Pour nous, pour l'ADMD, on considère qu'on a régressé. Il y a 20 ans, les médecins étaient beaucoup plus à l'aise face à un patient en fin de vie. Hein. Ils l'aidaient plus volontiers. Maintenant, les médecins, on la trouille, on les comprend. Ils n'ont pas envie de se faire interdire. Regarde ce qui s'est passé avec Bonne Maison, par exemple. Et ça, c'est vraiment un gros problème. Aujourd'hui, les médecins sont dans une situation plus difficile. Quant à la sédation profonde, qu'on essaie de nous vendre comme une nouveauté, c'est faux. C'est 2010. Et la sédation profonde, c'est tout simplement le fait de laisser mourir les gens de faim et de soif. Alors certes, on nous dit, on les plonge dans un coma artificiel. Est-ce que ça, c'est la solution ? Pendant ce temps-là, la famille est éprouvée, la famille souffre, l'agonie peut durer. L'agonie peut durer longtemps. Et en plus, un type honnête, même s'il n'est pas sur nos positions comme Régis Aubry, qui est un spécialiste des soins palliatifs, il nous dit quoi ? Il nous dit aucune étude, ne démontre définitivement qu'on ne souffre pas quand on est dans cette situation de sédation profonde. Voilà. Alors, il y a toujours une petite réserve aussi certainement au niveau de l'euthanasie. Moi, j'avoue que j'ai beaucoup évolué sur le sujet. J'ai connu des cas personnels qui m'ont amené à réfléchir sur cette question-là. Et c'est vrai que de l'euthanasie, je parle vraiment de l'euthanasie, et je pense que c'est une inquiétude qui peut être partagée par tous. C'est la question du consentement de la personne. Est-ce que, alors bien sûr, il y a les directives anticipées. Bien sûr, la personne peut avoir pris des dispositions qui demandent au médecin ou à la famille de mettre fin à ses soins ou de mettre fin à sa vie s'il était dans une situation qui lui permettait plus d'avoir une vie, j'avais envie de dire digne, mais toute vie est digne, mais dans un état, de conscience, La question de savoir, est-ce que si par exemple une personne, mettons, est tétraplégique, ne peut plus s'exprimer, est enfermée dans son propre corps, comment s'assurer que le consentement de la personne est valable au moment où on pratique l'euthanasie ? C'est peut-être ça, véritablement, l'inquiétude des gens. Alors ça, c'est une question importante. Alors d'une part, il faut tout de suite d'emblée dire, les directives anticipées sont révocables. Ça veut dire que ce que j'écris aujourd'hui peut être remis en cause parce que j'écrirai demain. Alors le problème que tu poses, il est un peu différent et très intéressant. Oui, s'il ne peut pas révoquer. Voilà. S'il n'est plus en situation de révoquer, mais que dans sa tête, il n'est... Absolument, j'allais répondre à cette question, mais je voulais rappeler que les directives étaient révocables à tout moment. Oui, on va reparler des directives anticipées d'ailleurs. Et alors, tu as évoqué ce qu'on appelle le locked-in syndrome, par exemple. Bon, il y a d'autres situations où la personne ne peut pas s'exprimer. Il est exceptionnel qu'elle n'ait aucun moyen de s'exprimer. Prends le cas de Lambert, une affaire qui n'est toujours pas tranchée. Voilà quelqu'un qui est
tétraplégique, qui a un Locked-in syndrome, mais qui peut s'exprimer, mais vraiment, je ne sais plus si c'est avec le pouce ou avec l'œil, mais il est capable de communiquer, très clairement, objectivement. Et ce type-là dit, je demande à ce qu'on m'aide, à ce qu'on me libère de cette situation. Alors ça, c'est important. Je ne connais pas pratiquement aucune situation où la personne n'est plus capable de s'exprimer du tout, mais si c'est le cas, il est intéressant d'examiner ça, Pierre, en considérant un peu la différence entre le droit américain et le droit français, enfin le droit anglo-saxon. Dans le monde anglo-saxon, quand une personne a testé, elle a écrit « Je refuse tout acharnement thérapeutique, je demande à ce qu'on me donne une mort douce si je suis dans telle situation », le droit anglo-saxon va considérer que, sauf expression de la personne, mais explicite, c'est la disposition qu'il faudra retenir. En France, on a un droit un peu différent et on estime que, effectivement, si la personne a dit ça, elle peut avoir changé d'avis. Mais si on raisonne comme ça, il n'y a plus aucune disposition légale qui tienne la route. On doit considérer, quand la personne a déclaré qu'elle refuse tout acharnement thérapeutique, le jour où elle est plus capable de s'exprimer, on doit bien sûr considérer qu'a priori, elle est toujours dans cette situation-là. On ne peut pas sortir de ça. Alors, là, on a parlé de ce qu'on appelait les directives anticipées. Alors, peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'une directive anticipée. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Et puis surtout, je crois que votre association permet justement aussi de remplir les conditions de forme pour, si vous allez sur votre site, on peut effectivement avoir de l'aide à la rédaction des directives anticipées. Et quelle est la force légale de ces directives ? Alors, moi, je vois que tu as bien travaillé ton dossier. J'ai parfaitement travaillé mon dossier. Oui, mais j'en doute pas, parce que... Alors déjà, que sont les directives anticipées ? Déjà. C'est une disposition légale qui permet à chaque citoyen et à chaque citoyenne de déclarer, de dire, voilà ce que je demande au cas où je ne serai plus capable de m'exprimer. C'est précisément ça. Si je suis dans telle situation, par exemple, si je suis en fin de vie, si je suis en impasse thérapeutique, par exemple, c'est-à-dire qu'on ne peut plus rien faire pour me soigner. Je refuse tout acharnement thérapeutique, je refuse l'alimentation et l'hydratation, toute mesure qui artificiellement me maintiendra en vie. Ça, ce sont les directives anticipées. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit. Dans certains pays, les directives anticipées sont parfaitement opposables. C'est-à-dire que le médecin doit s'y tenir. C'est-à-dire que si la personne dit « je demande à ce qu'on me donne une mort douce », le médecin doit appliquer. Alors ces pays-là, on les connaît. Il y a les pays du Benelux, mais il y en a d'autres maintenant. Il y a le Canada, il y a la Suisse, c'est autre chose. On en parlera après, c'est le suicide assisté. En France, ces directives, on nous dit qu'elles sont contraignantes. On sait très bien quelles en sont les limites, puisque demain, moi, je vais rédiger, par exemple, des directives anticipées. Ça fait longtemps que j'ai fait les miennes, bien sûr, mais si je les rédige demain, parce qu'on y reviendra, il y a de nouvelles dispositions légales. Je vais dire, par exemple, je vais écrire, en cas d'impasse thérapeutique, je demande à ce qu'on me donne une mort douce. Eh bien, le médecin dira, disposition inappropriée. Elles ne seront contraignantes que si le médecin le veut bien. Et ça, c'est une véritable régression. Même en Allemagne, où pourtant on a des difficultés à parler d'euthanasie pour les raisons que tu connais, eh bien, les directives, elles sont opposables. Les nouvelles directives qui sont proposées sont, à la différence des anciennes, elles sont à durée indéterminée. C'est-à-dire qu'elles sont valables des années et des années, tant qu'on n'a pas affirmé le contraire. Avant, elles étaient valables 3 ans. Il fallait donc réitérer ces demandes tous les 3 ans. Ces directives anticipées, dont on parle depuis leur existence, depuis la date où elles ont été créées, parce que c'est l'ADMD qui a fait le plus de pub autour de ça, elles étaient signées il y a encore pas longtemps par 4% des Français. Même pas 4% des Français, 14% en Allemagne. Bon. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la loi Leonetti, c'est une preuve de plus, elle est mal connue, elle est difficilement applicable, et donc les Français n'étaient pas au courant. Ils commencent maintenant à le savoir. Il y a encore quelques mois, Pierre, quelques années, quand j'allais dans les hôpitaux pour rencontrer des gens en situation de fin de vie qui me le demandaient, je leur disais, vous avez signé vos directives anticipées, oui, est-ce que vous les avez données pour qu'ils soient annexés à votre dossier ?
Et quand ils me disaient, oui, on leur a proposé, mais on nous a dit, ben non, on sait ce que c'est, la personne la personne à prévenir, on a déjà noté. Ils ne savaient même pas, alors ça c'est clair, dans la plupart des institutions hospitalières, on ne savait même pas ce qu'étaient les directives anticipées. Ça change, Pierre, manifestement. J'en ai des exemples tous les jours. Plusieurs cliniques à Nancy, les hôpitaux, maintenant, proposent ces directives anticipées avec la nomination d'une personne de confiance. On y reviendra un peu si tu veux aussi, c'est important. Voilà. Donc maintenant, ça commence à rentrer dans les mœurs, mais certaines institutions considèrent que c'est leur document, celui qu'ils ont préparé. Or, c'est encore un tabou dans les milieux médicaux. Absolument. Mais ça a été longtemps un tabou. D'ailleurs, même le simple fait d'accès à son dossier médical, bien sûr, le droit d'accès à son dossier médical, ce qui paraît fou aujourd'hui, parce que tout est fait pour que le patient, normalement, ait un droit d'information, de son état, des soins qu'on va lui pratiquer. Longtemps, le patient ne savait même pas quelle maladie il souffrait, et le médecin était seul juge. Peut-être que c'est aussi une continuité d'une certaine habitude dans le milieu médical à considérer qu'ils sont seuls sachants et Tu as raison. On est dans le pays de Claude Bernard, qui était un chirurgien d'il y a quelques siècles et qui a fait faire des progrès, d'ailleurs c'est intéressant, mais qui a un peu orienté la médecine en France notamment, qui considère, si tu veux, que le patient est un objet. Et pendant très longtemps ça a été le cas, et notamment avec l'attitude paternaliste qu'on a connue jusqu'il y a 10-20 ans, qui continue à marquer certains esprits d'ailleurs. C'est quelque chose de très très différent dans les pays anglo-saxons, là encore. On en parlera si on a 5 minutes, c'est très intéressant de la participation citoyenne. On peut en parler maintenant, Oui. Il n'y a pas de souci, c'est aussi ton émission, alors vas-y. Écoute, exprime-toi. Ça, c'est un vrai débat. En Angleterre, depuis 20 ans, c'est pas depuis hier, depuis 20 ans, les médecins ont compris le corps médical qui est quand même très différent. Le corps médical français est quand même très marqué par son origine vichiste. Je parle du Conseil de l'Ordre, on en parlera avec les affaires. Les médecins anglais... Oui, rappelons, parce que le Conseil de l'Ordre est pour s'exprimer contre l'euthanasie. Le Conseil de l'Ordre est composé de vieux, de vieux briscards, de vieux mandarins qui sont complètement dépassés. D'ailleurs, les médecins le disent assez largement. Il y a eu même un vent de fronde à un moment contre le Conseil de l'Ordre de la part des médecins. Je ne vais pas aller très loin. Voilà, en Angleterre, ça fait 20 ans que les médecins ont compris, les chercheurs, les scientifiques, ont compris que la connaissance scientifique, c'était une chose, mais son applicabilité, sa mise en œuvre, c'était autre chose. Ces gens-là, depuis 20 ans, tiens-toi bien, ils ont ce qu'ils appellent des patients experts. C'est-à-dire qu'ils ont des gens qui sont formés, d'ailleurs, qui connaissent bien un type ou plusieurs types de maladies, et qui participent de plein droit aux discussions, et qui travaillent avec les scientifiques. Parce que on a une maladie française, c'est la maladie de l'expertise. Aujourd'hui, on fait appel à des experts dont on ne sait pas toujours d'où ils viennent, qui disent des fois n'importe quoi. Et c'est la participation citoyenne telle que l'envisagent les Anglais aura du mal à s'acclimater en France. Elle commence seulement à le faire, je crois que c'est à Lyon. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Il y a un hôpital qui vient de faire cette expérience, qui vient de la mettre en route 20 ans après les Anglais. De toute façon, on avait déjà 20 ans de retard par rapport aux Anglais sur les soins palliatifs. Et ça, c'est une nouvelle orientation. C'est vrai que les tout jeunes médecins sont peut-être beaucoup plus ouverts à ça. Mais les anciens, ils sont indécrottables là-dessus. Les médecins considèrent qu'ils ont en face d'eux quelqu'un, qu'ils ont le savoir, eux, les médecins, et que les patients n'ont qu'à appliquer. Comme si le patient n'avait pas une connaissance intime, quelquefois, souvent d'ailleurs, de sa propre maladie, surtout quand elle dure depuis des années. Alors moi, je pense que ça, c'est un phénomène nouveau et très intéressant. Par rapport aux médecins et le droit à l'euthanasie, est-ce que l'AD-MD est favorable à une clause de conscience pour les médecins ? Alors, ça, c'est toujours discuté. Moi, personnellement, qui suis pourtant très, très à cheval là-dessus, je me dis, bon, si on ne laisse pas la clause de conscience à un médecin, c'est quand même difficile. On ne peut pas demander à quelqu'un qui, pour des raisons éthiques, philosophiques, religieuses, pourquoi pas, refuse ça. Je ne vois pas comment on lui imposerait. En revanche, ce qu'il faut faire, c'est comme ça se passe en Belgique, en Hollande ou au Luxembourg. Le médecin qui refuse de faire des euthanasies, ça peut se comprendre, il doit, mais j'ai dit bien, il doit informer le patient qu'il y a tel autre médecin qui est disposé à le faire et lui adresser.
Hein. C'est le droit à l'information pour le patient, quoi, en fait. Absolument. Alors, les droits des patients, ça aussi, c'est un thème important. Si on a l'occasion, on en parlera, hein, bien sûr. Oui, on pourra en parler. Ouais. Le droit à l'information, le droit à la sédation, tout ça. Oui. Alors, au niveau international, parlons un peu des pays européens, parce qu'on dit qu'effectivement la France a du retard, elle n'est pas la seule. Les seuls pays qui ont légiféré sur la question de l'euthanasie sont les pays du Benelux et la Suisse, si ma mémoire est bonne. Alors, est-ce que ces législations sont équivalentes ? Quelles sont un peu les différences ? Quel est l'état du droit européen ? La première loi en date, on dit toujours la Belgique parce que ce sont nos voisins, mais 2 ans avant, la Hollande avait franchi le pas. Hein. Et puis, il y a eu la loi belge, qui est une loi très équilibrée, puis la loi luxembourgeoise, qui lui ressemble beaucoup aussi. Ce sont des lois qui donnent toute garantie et aux médecins et aux patients, parce que ça, c'est important. Notre problème aujourd'hui, c'est pas seulement de dire liberté, liberté, liberté pour le patient, c'est aussi liberté pour le médecin, protection pour le médecin. Parce qu'on est bien dans cette situation où le médecin prend un risque. Voilà. Et d'ailleurs, on sait très bien qu'il y en a qui les prennent. Mais il faut le faire discrètement et on voit ce que ça donne quand une famille regarde l'affaire Bonne Maison. Sur les 7 ou 8 affaires, il y a une seule famille qui s'est portée partie civile et ça a suffi à permettre la condamnation de Bonne Maison, ce qui est absolument scandaleux. Donc l'état du droit européen. L'état du droit. Mais alors, il reste la Suisse. La Suisse, c'est quand même très différent. La Suisse, c'est le suicide assisté. Ils n'ont pas de loi sur l'euthanasie. Mais d'ailleurs, alors la Suisse, c'est un cas intéressant. D'abord parce que ça complète un peu les solutions possibles, sachant d'ailleurs qu'en Belgique, comme les autres pays, ils ont aussi le suicide assisté, hein, bien sûr. Oui, mais pas clairement défini dans la loi, pas explicitement. Oui. Il y a un silence de la loi qui fait qu'ils pratiquent, voilà. Mais c'est pas encadré juridiquement. Voilà. C'est accepté, disons que c'est tacite. Mais en Suisse, c'est très marrant. Ils n'ont pas fait une loi en disant on autorise le suicide assisté. Ils ont simplement fait des textes qui permettent à des Suisses, et pas seulement à des médecins d'ailleurs, d'organiser, à des associations, d'organiser le suicide assisté. Alors il y a eu une chose très intéressante. Un jour, le nom, je sais plus son nom, c'est pas grave, c'était une présidente. Elle était allemande d'ailleurs, mais elle était présidente d'une association suisse, et j'avais discuté avec elle, on était à Paris, et elle me dit, tu sais, il y a des Suisses qui demandent une votation, puisque là-bas c'est des votations, pour obtenir une loi contre le suicide assisté. Alors moi, sur le coup, je lui dis, oh là là, non, alors qu'on n'avait déjà pas grand-chose. Elle me dit, non, on est très contents parce qu'on sait que les Suisses, ils vont voter largement pour. Et effectivement, plus de 65% des Suisses consultés avaient voté pour. C'est pas rien, on a souvent des majorités à 51, 52%. 65% avaient dit, on considère qu'il faut continuer. Et du coup, c'est devenu irréversible en Suisse. Mais ça, tu parles de la situation en Europe. Il faut voir aussi un petit peu ce qui se passe en Angleterre. Là aussi, il y a des réticences, mais le débat progresse. En Italie, on imagine que ça sera difficile, pour des raisons qu'on connaît, des raisons culturelles. En Espagne, je ne suis pas sûr qu'ils ne seront pas devant nous le jour où le problème se posera. Mais il faut voir aussi à l'échelle peut-être un peu plus large si on recule, puisque maintenant on est dans satellite, on voit la Terre en entier. Eh ben, examinons un peu ce qui se passe ailleurs aussi. On a le Canada qui vient de légaliser l'euthanasie et le suicide assisté. C'est quand même très très intéressant. On a, je crois maintenant, 5 États des États-Unis, puisqu'ils ont chacun un pouvoir législatif là-dessus. Alors il y a l'Oregon, il y a la Californie, les autres je me souviens plus bien, mais il y a 5 États aux États-Unis qui autorisent le suicide assisté. Donc on voit qu'on progresse, lentement certes, mais on progresse. Alors ce qui est triste, c'est de voir qu'en France on est dans l'hypocrisie la plus totale. On sait très bien qu'il y a plein d'euthanasies déguisées, qui ne sont d'ailleurs, Pierre, si on considère ça complètement, c'est pas forcément des euthanasies. Parce que quand on aide un patient en fin de vie, qui est dans une situation irrémédiable, on sait qu'il va mourir, et qui n'a pas fait ses directives anticipées, c'est pas moi qui vais blâmer le médecin, mais il n'y a pas de demande explicite. Donc on est un peu à la limite. Oui, on pousse un peu la dose de morphine, et puis voilà. on sait ce que ça va déclencher. Alors il y a l'hypocrisie de la loi Leonetti, tu sais ce qu'on appelle le double effet, c'est-à-dire que le médecin dit « je pousse la seringue, je sais qu'à la dose que je vais lui mettre, il risque de mourir, mais c'est pas pour le faire mourir, c'est pour soigner la douleur. Voilà, c'est ce qu'on appelle le double
double effet, c'est d'une hypocrisie totale, mais bon, c'est comme ça. Et qui se pratique énormément. Bien sûr. Voilà, des membres de ma famille dans le milieu médical, on sait très bien que ça se pratique beaucoup. C'est pour ça d'ailleurs que le cas de Dr Bonnemaison est probablement assez choquant, parce que il a servi de bouc émissaire pour tous les autres. Absolument. Ben, c'est pour foutre la trouille aux médecins. Hein. Et d'ailleurs, Pierre, c'est un sujet un petit peu différent, mais aujourd'hui, on sait qu'il y a de plus en plus de personnes âgées qui se suicident. D'ailleurs, alors, de temps en temps, on en parle. Tu te souviens peut-être de l'affaire qui s'est produite au Lutetia, un hôtel à Paris où un couple a loué une chambre, a réservé une chambre, et puis ils se sont suicidés tous les deux. Bon. Mais on essaye de pas trop en parler. Ça ennuie et la police et les magistrats. Parce qu'aujourd'hui, les magistrats, ils sont quand même dans une situation absolument invraisemblable. Si tu permets, on va parler de Jean Mercier. Alors ça, c'est intéressant. J'ai d'ailleurs apporté un document très court du comité de soutien de Jean Mercier. Bon, je fais partie du comité de soutien, enfin, je suis adhérent. C'est très court, on peut peut-être lire la lettre. Oui, bien sûr. Alors, depuis le 8 septembre, nous dit donc le président Henri Duchesne, je suis resté silencieux parce que j'avais dû m'absenter. Je vous remercie pour votre participation au soutien de Jean Mercier. Je passe. Le résultat de la délibération ne sera connu que le 10 novembre prochain au tribunal de Lyon, puisque tu sais que c'est en appel. Bien sûr, dès que j'en aurai connaissance, je ne manquerai pas de vous en informer. Et il nous explique que les magistrats, alors c'est un peu triste, on ne peut pas en rire, un certain nombre de magistrats à la cour ce jour-là ont eu une fâcheuse tendance à faire la sieste. Ce qui a obligé le président a levé la séance. Alors c'est un peu triste quand on a des affaires comme ça. Bon, enfin ça c'est peut-être anecdotique, mais quand même. Mais en tout cas, l'affaire Jean Mercier, elle est emblématique. Peut-être rappeler l'affaire Jean Mercier. Absolument. Et en plus, ça permet de faire un point de droit aussi sur l'aide au suicide, sur la législation. Jean Mercier, c'est un type qui avait, je crois, 83 ans. Sa femme est dans une situation de fin de vie. Elle lui demande de l'aider. Il fait quoi? Il prend les médicaments, il va les chercher, il les dépose, elle les prend. C'est pas lui qui lui donne. Bon. Et il prévient le médecin, et puis il dit au médecin, voilà, j'ai donné les médicaments à ma femme, elle les a pris. Bon. Le médecin lance l'affaire, ce qui est un peu dommage, il aurait été mieux inspiré de rien faire. Toujours est-il que Jean Mercier se retrouve devant un tribunal. Que dit le tribunal pour le condamner? Il le condamne, ce qui est absolument étonnant. On va en parler tout de suite de la législation. Il est condamné non pas pour avoir donné les médicaments, pour non-insistance, c'est ça, mais pour ne pas avoir appelé les secours. Ce qui est complètement ridicule. D'un côté, on dit, d'accord, il a donné les produits, on ne peut pas le condamner pour ça. Et de l'autre côté, on dit, il n'a pas appelé. Enfin bon, c'est complètement... C'est vraiment de la folie furieuse. Et on voit bien que les magistrats sont très, très embêtés avec ces situations-là. Et c'est ce cas-là où il avait été condamné avec du sursis et que avec l'aide de son conseil, il voulait une décision claire de la justice. Voilà, il avait dit, si je suis un criminel, vous me condamnez à de la prison ferme. Si je ne suis pas un criminel, vous m'acquittez. Vous m'acquittez. Là, c'était clair. Et ce type qui en plus est malade, et qui a 83 ans, et qui est soutenu et par sa fille et par des milliers de personnes, eh bien aujourd'hui, il a été condamné. C'est ça qui est scandaleux. Mais, alors on peut dire, oui, c'est du sursis, mais on s'en fout. Le problème, c'est qu'il a été condamné. Alors que la législation sur l'aide au suicide, elle est intéressante. Le législateur, il y a une vingtaine d'années, a réagi à un petit opuscule qui était sorti, qui s'appelait « Suicide mode d'emploi ». Et il a inventé une nouvelle incrimination pénale. Bon. Donc, il a évoqué l'aide au suicide. Mais ce qui est tout à fait intéressant, c'est que l'aide au suicide ne figure pas dans ce texte-là. C'est une loi Barrot, je ne sais plus exactement le nom. En fait, ce qu'on condamne, c'est l'incitation au suicide, c'est-à-dire je pousse quelqu'un à se suicider pour des motifs qui sont quelquefois intéressés. Mais l'aide au suicide n'est pas incriminé. Or, en France, tu le sais, le droit pénal, c'est comme ça. Tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Normalement, Jean Mercier, du simple point de vue du droit, ne devait pas être condamné. Alors, on peut espérer maintenant que la Cour d'appel... Voilà. Mais si la Cour d'appel confirme la condamnation de Mercier, même à une peine avec sursis, c'est vraiment dramatique. Où va-t-on ?
D'ailleurs, pour ce comité de soutien, peut-être donner les références. Absolument. Si des auditeurs veulent apporter leur concours. Je crois que, alors déjà bien sûr, il y en a beaucoup qui ont Internet maintenant. Vous allez sur Jean Mercier, comité de soutien, vous le trouvez. Le président, qui est le délégué de l'ADMD Loire, on peut aussi trouver ses références sur Internet, sur le site, le blog ADMD, où il y a le nom de tous les délégués départementaux. Donc ADMD Loire, et donc il n'y aura pas de problème, hein, ils pourront s'inscrire, c'est quand même très important, ça c'est la participation citoyenne dont je parlais tout à l'heure, un sujet qui n'a rien à voir mais qui court en ce moment, l'histoire des 5C, des 5 couleurs, je ne sais pas si tu en as entendu parler. Sur l'étiquetage alimentaire, eh bien, ça a fait l'objet de 200 000 signatures en quelques jours. Oui, suite au documentaire diffusé. Et on la salue à Élise Lucet, qui a fait un travail. Et c'est là qu'on voit l'importance d'ailleurs de la presse et des médias à relayer ce type d'informations pour justement faire bouger les consciences. C'est d'ailleurs ce qui a permis la création aussi de votre association, puisque c'était suite à une tribune dans Le Monde. Oui, à l'époque, c'est Pascal Landa, un philosophe, qui avait lancé cette affaire-là. Et c'est vrai que d'ailleurs, la DMD a vu ses rangs grossir à chaque fois qu'il y a eu une grosse affaire. On parle de Vincent Lambert. Vincent Humbert aussi. Mais il y a eu Vincent Humbert avant. Et ça a été un des... Alors, il y a eu Chantal Sébir aussi. Hein. Quand on voit Chantal Sébir qui avait le visage déformé, bouffé par le cancer, qui s'est suicidée, on a été jusqu'à demander une autopsie. C'est quand même un peu fou, ça. Hein. On en est là en France. On va peut-être faire une petite pause musicale. Si tu veux. Et puis ensuite, on reviendra sur Vincent Humbert, parce qu'on va peut-être lire le début de sa lettre qu'il avait adressée au président de la République. Oui. Ça fera réfléchir. Bien sûr. Alors, ce sera Peine de vivre.
Voilà, c'était Peine de vivre. Alors, on parlait du cas Vincent Imbert, qui a amené justement à la création, à la mise en place de la loi Leonetti. Pourquoi ? Parce que Vincent Imbert a été donc tétraplégique, il était aveugle, muet, mais il avait pu arriver à s'exprimer en touchant quelques boutons pour sélectionner des lettres, former des mots, former des phrases. Et il avait écrit au président de la République, Jacques Chirac, à l'époque. Je vous lis juste le début de la lettre, parce que elle pose le problème de l'euthanasie, véritablement. Alors, tous mes respects, Monsieur le Président, je m'appelle Vincent Imbert, j'ai 21 ans, j'ai eu un accident de circulation le 24 septembre 2000, je suis resté 9 mois dans le coma, je suis actuellement à l'hôpital Élio-Marin à Berck, dans le Pas-de-Calais. Tous mes sens vitaux ont été touchés, à part l'ouïe et l'intelligence, ce qui me permet d'avoir un peu de confort. Je bouge très légèrement la main droite en faisant une pression avec le pouce à chaque bonne lettre de l'alphabet. Ces lettres constituent des mots et ces mots forment des phrases. C'est ma seule méthode de communication. J'ai actuellement une animatrice à mes côtés qui m'épelle l'alphabet en séparant voyelles et consonnes. C'est de cette façon que j'ai décidé de vous écrire. Les médecins ont décidé de m'envoyer dans une maison d'accueil spécialisée. Vous avez le droit de grâce et moi, je vous demande le droit de mourir. Oui. C'est une lettre touchante. Il faut rappeler les faits. C'est bien d'avoir lu cette lettre-là parce que ça situe bien le problème. Et il faut savoir aussi comment les choses se sont réglées. La mère, avec un médecin, je crois que c'était du Chaussois, se sont décidés à aider Vincent. Par compassion. Et c'est difficile pour une mère de dire « Ok, on y va ». Le problème se pose d'ailleurs avec Lambert. Et ils avaient, à l'époque, utilisé des produits qui s'étaient révélés pas très efficaces. Et ça s'est terminé de façon un peu dramatique, quasiment par un étouffement. Et cette affaire a beaucoup fait couler d'encre. Malheureusement, il fallait une affaire comme ça à un moment pour que les choses commencent à se dire, puisqu'en France, on est quand même dans le non-dit. Et depuis, il y en a eu plusieurs. Je rappelais l'affaire Chantal Sébir, qui avait demandé, elle aussi, au président de la République d'autoriser son euthanasie. Il avait refusé. Sarko avait répondu quoi ? Il avait répondu « Pas de problème, je vous envoie des experts ». Elle avait répondu « Moi, les experts, vous pouvez vous les mettre où je pense ». Et elle avait bien raison. C'est quand même pas un problème d'expertise, ça. Et donc, on est dans cette situation. Il y en a eu d'autres, bien sûr, en France. Il y a eu Pirat. L'affaire Pirat est aussi assez emblématique. Intéressante en soi, d'ailleurs, parce que on peut en dire deux mots. Pirat, le jeune Pirat, il avait 21 ans, fils d'un pompier professionnel, lui-même pompier, je ne sais plus s'il était pompier volontaire ou pompier professionnel. Il fait une tentative de suicide, il se pend. Son père arrive. Le réflexe naturel d'un père, c'est de décrocher son fils, qui était déjà en anoxie avancée pour au moins 2 minutes, ou je ne sais pas. Il réussit à le réanimer. Ce jeune-là, il est dans un coma profond pendant 8 ans et demi. Depuis 8 ans et demi, 9 ans maintenant. Et quand la loi Leonetti sort, les parents s'adressent au gouvernement, à Leonetti, en disant « Ben voilà, notre fils, il est dans un cas qui relève de la loi Leonetti, on vous demande de l'appliquer ». C'est quand même extraordinaire de voir qu'elle a été appliquée effectivement pour une fois, et elle l'a été grâce à quelqu'un dont je souligne une fois de plus l'honnêteté, alors que c'est un anti-euthanasie, c'est Régis Aubry, qui est un grand spécialiste des soins palliatifs, qui a au moins le courage de ses positions et qui n'hésite pas à critiquer les jusqu'au-boutistes de l'acharnement thérapeutique. Et il avait été consulté, il avait dit, écoutez, oui, effectivement, il rentre dans ce cadre-là. Et qu'a-t-on fait pour Pirat ? Tout simplement, on a arrêté l'hydratation, la nutrition. Il n'y avait pas encore les procédures, les protocoles pour la sédation profonde, mais il était de toute façon dans le coma. C'est un jeune qui, pendant 8 ans et demi, avait été calme sur son lit. Et là, pendant 10-12 jours, son père est venu nous en parler il n'y a encore pas longtemps à Paris. Ce gamin-là, il faisait des bonds sur son lit. Il était en état de souffrance incroyable et inacceptable. Donc on voit que ces affaires-là, effectivement, ont contribué à rendre le débat possible. Et aussi, d'ailleurs, moi, je pense qu'il faut saluer la presse. Il y a eu beaucoup de belles émissions bien faites. Il y a de plus en plus de films. On en a présenté un il n'y a pas longtemps à Nancy, Fin de partie, qui en plus l'avantage d'être un film absolument désopilant. Et c'est comme ça, sur la fin de vie, on peut aussi, sur l'euthanasie, un très beau film germano-israélien. Et donc, le débat aujourd'hui est complètement engagé. Le problème, mais ça, je peux me tromper, bien sûr, je me dis que le débat va s'inviter, bien sûr,
dans la campagne électorale. On aura peut-être des candidats qui, par pur opportunisme, diront « bien sûr, il faut le faire », on verra ce qu'ils feront quand ils y seront. Hein. Il y en a dont on sait qu'effectivement, ils sont sincèrement pour ça. Moi, on en a discuté avec Mélenchon. Mélenchon a pris une position extrêmement claire. Il y en a d'autres qui l'ont fait. Et donc, ça, c'est intéressant de voir quelles seront les positions qui seront prises. Hein. Alors, justement, comment faire pour faire évoluer la loi, selon vous? Alors, on parlait, c'est une chose, mais est-ce que vous engagez des actions publiques? Est-ce que vous interpellez les élus? Il y a une possibilité, vous parliez des votations en Suisse. Alors, on n'a certes pas de votation en France, mais on a des possibilités législatives sur, ils appellent ça référendum d'initiative populaire, qui n'en est pas vraiment un, puisqu'il faut un référendum avec le truchement, avec l'accord de quelques parlementaires. Mais est-ce que c'est pas possible de trouver quelques parlementaires pour soutenir une pétition citoyenne et la présenter au Parlement? Est-ce que vous avez déjà envisagé cette possibilité? Bien sûr. Alors, les référendums populaires, il faut tout de suite leur tordre le cou. Ils sont impossibles, quasiment. Il faut je ne sais plus combien de centaines de milliers de signatures en plus. Centaines de milliers de signatures, plus 30 ou 60 députés. C'est fait de façon à ce que ça ne puisse pas fonctionner. D'ailleurs, on n'en connaît pas. Bien sûr, nous menons des actions depuis 36 ans, mais largement depuis 20 ans. On tient des réunions publiques. On organise des séances sur des films, on intervient dans les rues, sur les marchés, et on tient des réunions. Alors, la réunion publique, c'est important, on en a même tenu à la mairie de Nancy à plusieurs reprises, on en a tenu plusieurs dans la région. On se déplace à Longwy, on se déplace, l'autre jour c'était Briey, on a un correspondant à Toul, Bernard Asselineau, qui anime la DMD sur le Toulois, donc on a effectivement pas mal de moyens d'expression. Et d'ailleurs, on a aussi, on en parlera tout à l'heure, on peut inviter d'ailleurs les auditeurs à prendre un crayon et un papier, parce qu'ils vont prendre quelques numéros de téléphone si ça les intéresse. On donnera en fin d'émission, oui. Voilà. On a une réunion mensuelle, à la MJC Fontenoy, tous les premiers mardis du mois à 16h. On le répétera tout à l'heure si tu veux bien. Et puis, bien sûr, les gens peuvent me téléphoner. La plupart des gens Internet maintenant, vous tapez ADMD, vous tombez sur le blog de l'ADMD, vous tombez sur plein d'informations, un blog remarquable d'ailleurs, où vous avez les numéros de téléphone des délégués départementaux, vous avez plein d'informations. Pour ceux qui veulent adhérer, ils peuvent le faire directement par Internet. Donc voilà les moyens que nous mettons en œuvre. Et bien sûr, tu as évoqué l'intervention auprès des parlementaires, nous n'y manquons pas. Alors, c'est quand même un peu inquiétant aussi, ça reflète malheureusement la situation politique française. Je sais qu'il est de bon temps de dire qu'ils sont tous pourris, c'est pas vrai. Il y a des gens tout à fait honnêtes, mais il y a aussi un certain nombre de gens qui n'ont comme seule préoccupation que leur réélection, ce qui fait que, ils répondent pas toujours, ou quelquefois ils répondent. On est parfaitement d'accord, et le jour où il y a un vote, ils sont pas là. C'est ça qui est fou, parce que, encore, s'il y avait une désapprobation populaire... Bien sûr. Si c'était... si on avait du 50-50 ou du 40-60 en défaveur. Mais là, on a plus de 90% de la population qui soutiendrait cette mesure. Ouais. Alors, qu'est-ce qui les bloque à ce point? C'est ça qui paraît fou. C'est intéressant ce que tu dis. Rappelle-toi le bordel qu'il y a eu, on parle librement, sur l'histoire du mariage pour tous. Il y a une poignée d'excités, mais c'est ça, une poignée d'excités qui ont manifesté comme des beaux diables. Ça n'a pas empêché le gouvernement d'aller au bout. C'était bien, et d'ailleurs ça m'avait un peu donné de l'espoir. Mais il faut savoir qu'on n'avait pas 95% des Français qui étaient pour. On avait en gros 45-55, et encore. Et encore. Voilà. Ça, c'était avant les débats, parce qu'après les débats, on était plus du 50-50, c'était beaucoup plus flou. Bien sûr. Alors il est clair qu'aujourd'hui, il y a une pression importante du lobby religieux, ça c'est clair. On le sait, il y a une petite chapelle à côté de l'Assemblée nationale, ils réunissent les députés, ils en parlent avec eux, et donc, ça fait pression, ça, les lobbies, on sait ce que c'est. Nous, on a encore, on perd pas espoir, mais on pense que, c'est pour reprendre ce que tu dis, c'est important, c'est nous les citoyens qui obtiendront ça. Il faut qu'on fasse pression. Et à l'heure actuelle, on a fait pourtant souvent pression, ça n'a pas donné grand-chose, mais plus la mobilisation sera large, plus on aura de chances de voir nos élus enfin prendre conscience que c'est un problème qu'il faut régler une bonne fois.
Alors peut-être qu'on va déjà rappeler toutes les adresses utiles. Oui. Et surtout expliquer dans les quelques minutes qui va nous rester comment faire ces directives anticipées. Parce que ça c'est peut-être intéressant aussi pour ceux qui nous écoutent. Quelles sont les conditions de forme, de fond qu'il faut remplir pour que pour cette déclaration soit valable aux yeux de la loi. Alors pour les directives anticipées, il y a quelques adresses à retenir. Il y a déjà la DMD, bien sûr, qui propose sur son site, sur son blog, des modèles de directives anticipées. Bon, il y a aussi, au niveau national, alors j'ai plus l'adresse en tête, mais vous tapez dans un moteur de recherche directives anticipées, on tombe sur un site national du gouvernement qui donne des modèles. Il reste à savoir d'ailleurs qu'on peut quand même les rédiger un peu comme on veut. Aujourd'hui, il n'y a pas de formalisme définitif. Alors donc, on peut s'adresser à la DMD. Moi, ce que je souhaiterais, si tu veux aussi, c'est donner un numéro de téléphone où les gens puissent appeler pour qu'on puisse leur donner ces indications-là. Alors, sur tous les documents ou sur le site internet, il y a mon numéro de téléphone, 06 36 55 31 44. Avec un mail, c'est admd54@admd.net. Je répéterai ça s'il faut tout à l'heure. Hein. Donc le numéro de téléphone 06 36 55 31 44 et le mail admd54@admd.net. Voilà, ça c'est pour la Meurthe-et-Moselle, mais on a Claudette Pierret qui est dans le nord du département, qui s'occupe de toute la région, et qui le fait bien, hein, qui s'occupe de la DMD sur Longwy, Mont-Saint-Martin, Briey, etc. Elle est très, très active. On a Bernard Racinou, qui, sur le Toulois, organise lui-même une réunion mensuelle. Voilà. Donc, les moyens de nous contacter, c'est assez clair. On est à la disposition de tous les gens qui le souhaitent. Jamais on a manqué de répondre favorablement. On demande de rendez-vous et on invite bien sûr les gens à venir à cette fameuse permanence des premiers mardis du mois à la MJC Fontenoy. D'accord. Alors, il nous reste à peu près 10 minutes d'émission. On va pouvoir aborder un dernier thème qui est important sur le site de la DMD. Ce sont les droits, parce que vous avez un fascicule qui récapitule tous les droits des patients en fin de vie. Est-ce qu'on peut peut-être récapituler ces droits que probablement certains ne connaissent pas Oui, c'est important. On n'est plus dans la situation d'il y a 20 ans où le patient avait surtout le droit de s'écraser et de faire ce qu'on lui demandait. Ça a beaucoup changé quand même, heureusement. Et les droits des patients se sont formalisés. Alors, il y en a plusieurs. On peut essayer de les lister rapidement. Il y a un droit qui est tout à fait fondamental, c'est celui de refuser l'acharnement thérapeutique. Normalement, tu t'adresses au médecin et tu dis « je refuse » cette deuxième chimio ou troisième chimio que vous me proposez, parce qu'elle ne sert à rien, je sais que je vais mourir, donc c'est le refus de soins. On a le droit de refuser tous les soins. Sachant d'ailleurs que l'hydratation et l'alimentation sont considérés comme des traitements aujourd'hui. Donc le médecin ne peut pas dire « d'accord, on arrête tous les soins, mais on vous nourrit et on vous hydrate ». Ça, c'est clair. Donc c'est la possibilité pour le malade de refuser les soins. Il y a un deuxième droit qui est tout aussi fondamental, c'est le droit pour le malade de quitter l'établissement. Un malade peut dire à tout moment « je demande à sortir ». Les médecins vous répondent en général, d'abord souvent ils insistent, dans votre intérêt vous devriez rester, etc. Mais quand ils voient que le patient est déterminé, totalement déterminé, ils leur disent « faut nous signer une décharge ». On peut le faire, mais ce n'est même pas obligatoire. Le médecin doit, quand il a informé le patient des risques qu'il court en sortant de l'établissement, doit le consigner dans le dossier médical. Voilà. Alors ça, il y a ça. Il y a le droit du traitement de la douleur. Alors ça, c'est fondamental. Alors ça n'a pas toujours été le cas, Pierre. Moi, je me souviens qu'en 1989... Non, tu fais pas ton âge. Tu fais pas ton âge. Je fais pas mon âge. Franchement, oui. En 1989, on était, tiens-toi bien, au 36e rang des pays utilisateurs de morphine. Pourquoi ? On disait, il ne faut pas rendre les gens dépendants, ce qui est quand même complètement aberrant. Il vaut mieux les laisser souffrir, mais pas les rendre dépendants. Donc il y a eu Kouchner, la loi Kouchner en 89, qui s'est précisée. Et maintenant, la lutte contre la douleur, elle est obligatoire, elle est maintenant bien inscrite dans les faits. Même si, Pierre, et ça, moi j'en ai des témoignages, ça ne marche pas toujours. Moi j'ai accompagné des gens dans les hôpitaux à Nancy,
Et certains médecins étaient très réticents ou mettaient des doses absolument, des doses bébés à des adultes. Donc c'est pas gagné ça. Je pense qu'on a beaucoup progressé, les médecins ont pris conscience de ça. Tu sais qu'à une époque, on disait aussi que les bébés, les nouveau-nés ne souffraient pas. Donc on ne faisait pas d'anesthésie chez les nouveau-nés, ce qui est quand même absolument aberrant. Et puis il y a encore un droit aussi, c'est le droit de consulter son dossier médical. Alors ça, c'est aussi un droit fondamental dont les gens n'usent pas assez souvent. Ils peuvent dire, voilà, je veux consulter mon dossier médical. En gros, ce sont les droits qu'il y a aujourd'hui, les droits des patients. Et puis, il y a aussi des représentants des usagers dans les hôpitaux que les patients peuvent saisir. C'est pas toujours facile, mais c'est aussi un moyen de se faire aider ou de nous appeler, parce qu'on est souvent sollicité par des gens qui nous disent, voilà, j'ai tel problème à l'hôpital, est-ce que vous pouvez faire quelque chose ? Il y a aussi le droit de se faire représenter par des tiers. Alors, bien sûr. Très important aussi. Bien sûr, c'est ce qu'on avait dans les directives anticipées. On n'a d'ailleurs pas parlé de la personne de confiance. Ça, c'est très important. Il faut bien faire la distinction entre personne à prévenir, personne de confiance. Ça peut être la même, bien sûr. La personne à prévenir, ça fait 20 ans, 30 ans, on demande à tout patient de dire, voilà, au cas où il y aura un problème, donnez-nous un numéro de téléphone, une adresse, un nom. La personne de confiance, c'est bien autre chose. C'est une personne qui a mandat, c'est le terme juridique, qui a mandat pour vous représenter au cas où vous ne pouvez plus vous exprimer. Même au cas où vous pouvez vous exprimer, vous pouvez demander à être accompagné, d'ailleurs, de la personne dite de confiance. Alors, on peut désigner une ou deux ou trois personnes de confiance. C'est utile parce que si je désigne M. Tartampion et qu'il est aux Seychelles en train de se dorer la pilule, il vaut mieux avoir un deuxième et un troisième sur Nancy. Et là, normalement, le médecin doit, c'est une obligation légale, saisir la personne de confiance quand il y a un problème, quand la personne ne peut plus s'exprimer ou quand la personne le lui demande. Alors ça, c'est très important, c'est un mandat. La personne, en général, écrit « Je sous-signé, monsieur ou madame une telle, déclare… alors, je n'ai plus la formule en tête, mais en toute connaissance de cause, ça doit être fait de façon manuscrite. Ça peut être authentifié, d'ailleurs, ça peut être authentifié par des autorités légales. Oui, mais normalement, alors, on s'est souvent posé la question, en fait, c'est pas vraiment utile. Maintenant, il n'y a plus trop de discussions là-dessus. Il y a des gens qui allaient dans les mairies, quand on leur disait, allez à la mairie, on vous donne un coup de tampon là-dessus, ou chez le notaire. Bon, apparemment, il n'y a pas besoin de ça. Il suffit d'une mention manuscrite, disant, j'accepte le mandat qui m'est confié. Voilà, j'accepte le mandat qui m'est confié par la personne. On met ses coordonnées, son adresse, son numéro de téléphone, son adresse Internet, et en général, ça suffit, il n'y a pas de problème. Et est-ce que, parce que après tout, pour faciliter les procédures, ce ne serait pas utile de revoir, par exemple, de mettre la personne de confiance, de la déclarer auprès de la carte vitale, par exemple. Bien sûr. Que ce soit. C'est un projet. Alors, comme tous ces projets-là, ça prend du temps, mais effectivement, c'est une réflexion qui est en route. Ça devrait se faire. Alors, je ne sais pas si ça sera fait en 2017, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui effectivement est prévu maintenant. D'accord. Bon, on n'aura pas le temps d'aller plus loin, je crois. Il nous reste 3 minutes. Alors, 3 minutes pour rappeler qu'on peut vous joindre. Alors, à quel numéro déjà vous ? Alors, au 06 36 55 31 44. Voilà, que la DMD 54 fait des réunions tous les premiers mardis de chaque mois. Voilà. À la MJC Fontenoy. Donc, c'est les 3 maisons. Les 3 maisons, à quelle heure ? C'est à 16h. De 16h à 17h30, en gros. Et ça permet à des gens qui sont en situation difficile ou même qui veulent se renseigner, qui veulent nous accompagner dans notre action, parce qu'il y en a, heureusement, de plus en plus, de nous rencontrer, de nous proposer leurs services, souvent d'ailleurs. Voilà. Et pour ceux qui voudraient plus d'informations, alors je vous propose d'aller sur le www.admd.net. Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur les droits des patients, sur les possibilités législatives qui sont à votre disposition, sur les débats en cours concernant la fin de vie et le droit à mourir dans la dignité. Vous avez aussi quelques liens sur des livres, sur des films qui ont traité de ce sujet et qui donnent parfois des angles un peu différents et assez intéressants. Cette émission
émission, elle sera disponible en podcast à partir de demain sur le site internet de la radio, rcn-radio.org. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter ou Facebook. On attend vos commentaires avec impatience. N'hésitez pas à diffuser largement cette émission, évidemment. Je remercie Lucas à la régie pour nous avoir habilement passé cette petite bande-son tout à l'heure. Merci Lucas. Merci Jean-Claude pour merci Pierre pour ton invitation. Merci Lucas qui nous fait toujours le plaisir d'être au piano. Voilà. Et puis à bientôt, j'espère. À très bientôt. De toute façon, on va retraiter de sujets touchant à la fin de vie. Merci Jean-Claude. Merci, au revoir. Au revoir. One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. La France n'est pas schismatique, elle est révolutionnaire. Je vous ai compris. Au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Mais comment le tolérer sans qu'il perde ce caractère d'exception, sans que la société paraisse l'encourager? Et je voudrais dire aussi, parce que ça me tient à cœur, c'est que tous les progrès qui ont été faits pour que la femme devienne maître de son corps, tous ces progrès, pardonnez-moi de vous le dire, ont été faits contre les religieux. Le pacte de solidarité a-t-il pour origine une revendication portée par des associations homosexuelles? Eh bien, oui. À inclure dans vos représentations la légitimité de ces couples de même sexe. Mais vos enfants et vos petits-enfants les incluent déjà